Vous écoutez Timothée Dessine. Timothée, c'est moi. Je suis illustrateur, je suis directeur artistique et je suis prof de dessin en présentiel à Gréoux-les-Bains, donc dans une vraie classe avec des vrais élèves. Et puis, pour ceux qui le veulent, je peux aussi faire des accompagnements particuliers, voilà, pour une seule personne par Internet. Mais aujourd'hui, on n'est pas là pour parler de ça, on est là pour parler de l'expérimentation artistique. Je vais parler doucement parce que ma fille dort à côté. Donc, on va peut-être faire un podcast qui sera assez court aujourd'hui et dans lequel je vais parler doucement. Peut-être ça sera plus agréable, un petit peu ASMR, on va voir ce que ça donne. N'hésitez pas à me dire en commentaire si ça vous plaît et en tout cas si ça vous plaît pas, je suis désolé. La semaine prochaine, on retourne à un podcast habituel. Donc aujourd'hui, on va aborder l'expérimentation artistique. Donc on va voir pourquoi dans certains cas, l'expérimentation artistique est exclue de l'apprentissage du dessin. Et c'était notamment le cas en grande partie dans mon apprentissage du dessin, parce que j'ai suivi une formation pour devenir illustrateur et dessinateur de BD dans une école qui s'appelle l'école Pivot, et donc qui est moins ouverte sur l'expérimentation, par exemple peut l'être les beaux-arts. Ensuite, on va voir pourquoi c'est intéressant d'expérimenter artistiquement. Et ensuite, je vais vous donner des pistes pour que vous puissiez le faire, c'est-à-dire expérimenter artistiquement de votre côté, que vous ayez comme ça quelques conseils à pouvoir mettre en place sans trop de difficultés et le plus rapidement possible. Donc on va voir pourquoi dans certains cas l'expérimentation artistique est exclue de l'apprentissage du dessin. En fait, dans les secteurs dans lesquels on peut gagner de l'argent en travaillant, avec plus de certitude, ce ne sont pas des travaux qui sont artistiques à proprement parler. Par exemple, le domaine de l'illustration, c'est un milieu qui mêle à la fois l'artistique et le commercial. Et c'est très important de comprendre ça. C'est-à-dire que quand vous êtes illustrateur, votre rôle avant tout, c'est de faire, la finalité, c'est de faire gagner de l'argent à son client. Que par exemple, votre illustration de couverture de livre, eh bien, il y a un livre qui se vende mieux. Donc la finalité, c'est de pouvoir faire en sorte que le client ait plus de ventes sur un produit. Voilà, si vous voulez. Après, il y a de l'illustration qui peut être plus artistique dès lors qu'on devient auteur. Donc si on est auteur, évidemment, là, c'est l'illustration au service d'une histoire et pas d'un produit. Enfin bref, la plupart du temps, quand on souhaite s'orienter vers un travail qui implique le dessin, on va justement se spécialiser dans telle ou telle tâche qui, par la suite, va permettre justement euh, à un client de rentabiliser son projet. Et c'est la façon dans laquelle fonctionnent la plupart des écoles de dessin qui sont professionnelles et privées maintenant. Euh, donc en opposition, par exemple, avec l'école des beaux-arts, qui est publique et dans laquelle il y a énormément d'expérimentation artistique. Là, c'est toute la différence. Il y a une approche théorique qui est beaucoup moins forte, c'est-à-dire que vous allez très peu apprendre de théorie vraiment, et l'essentiel va se reposer sur l'expérimentation et sur la culture, sur le fait d'avoir une grosse connaissance en histoire de l'art, de lire les ouvrages, etc. Tandis que dans les écoles comme celle que j'ai pu faire, moi par exemple, donc à Pivot, ça nous apprenait des métiers du dessin, donc de l'artisanat en quelque sorte, si vous voulez. Et dans ces métiers-là, justement, il y a des spécialisations. Par exemple, si on fait de l'animation, du dessin animé, on va pouvoir se spécialiser dans l'animation, à proprement parler, mais il y a d'autres corps de métier. Par exemple, le Chara Design, donc le Character Design, c'est le fait de créer des personnages. Il y a des gens qui vont s'occuper uniquement des décors, qu'on appelle les background artists. Et donc là,
ils vont pouvoir avoir comme ça une maîtrise technique spécifique des décors et sans nécessairement être techniquement doué dans d'autres aspects du dessin, comme par exemple la création de personnages. Et d'ailleurs, moi, je connais des dessinateurs comme ça qui sont des background artistes, un spécifiquement auquel je pense, je dirais pas qui est excellent, excellent pour faire des décors, puisque c'est son métier, et qui dessine mal les personnages. Mais ça n'a aucune incidence, en fait, si vous voulez. Mais le fait justement de trouver du travail dans cette industrie, donc dans l'industrie du divertissement, dans énormément de cas, sauf cas spécifiques, qui par exemple sont mon cas, puisque moi j'ai toujours eu le souhait d'expérimenter divers champs, divers métiers du dessin justement, et divers médias. Et je me suis toujours fait un point d'honneur justement à ne pas me spécialiser. Mais si vous voulez travailler dans le dessin, c'est la pire des options à faire, parce que c'est celle qui prend le plus de temps et c'est la moins sûre. La façon la plus sûre de trouver un emploi dans le milieu du dessin, dans les métiers du dessin, c'est de se spécialiser. Donc par exemple de devenir hyper fort en décor pour devenir background artist, ou alors se spécialiser en design de véhicules et ne faire que ça, par exemple pour un jeu vidéo, pour un film, ce genre de choses. Se spécialiser dans l'animation de certains effets spéciaux, par exemple. Ça peut être également quelque chose comme ça qui vous permet de sortir du lot beaucoup plus facilement et d'être un profil recherché. Voilà. Alors moi, pourquoi j'ai pas fait ça? C'est simplement parce que je voulais avoir l'opportunité de travailler sur plusieurs projets différents. Et du coup, qu'est-ce que ça implique? Ça implique de ne pas travailler pour un studio, d'être complètement indépendant, voilà, et de se former en continu sur beaucoup d'aspects du dessin, d'être réactif, de savoir m'adapter. Et donc, évidemment, non seulement ça prend du temps, mais après ça, en plus de ça, enfin, on n'a jamais terminé d'apprendre quand c'est comme ça. Quoique dans tous les aspects dans tous les aspects créatifs des métiers du dessin, on n'a jamais terminé d'apprendre parce qu'il y a toujours des nouveaux logiciels, il y a toujours des nouvelles façons de travailler. Et suivant le directeur artistique qu'on a, par exemple, il peut imposer comme ça des processus de travail. Mais disons que si, en plus de ça, on décide de ne pas se spécialiser et d'aller un petit peu partout, eh ben, il va falloir en apprendre davantage encore. Mais finalement, quand on se base sur les fondamentaux du dessin, les fondamentaux du dessin débouchent à pouvoir quand même être en mesure d'apprendre à faire tous les métiers spécifiques. Donc les fondamentaux, je reviens dessus une fois, là c'est la perspective, donc le modelé organique, le fait de savoir poser des ombres et des lumières par exemple, de savoir étudier l'anatomie. Je différencie connaître l'anatomie à savoir l'étudier. Ce qui est important, c'est plus de savoir l'étudier que de la connaître par cœur. Et puis la théorie des couleurs, évidemment, et la composition. Donc voilà. Et donc cette hyper spécialisation là, qui conduit à des métiers comme ça qui sont plus sûrs, des emplois plus sûrs, disons que si on a des profils qui sont beaucoup plus artistiques, eh ben, exclut la plupart du temps l'expérimentation artistique, ou du moins c'est pas une approche qu'on va vraiment entretenir. C'est pas des habitudes qu'on entretient d'expérimenter, parce que ce qu'on va chercher à faire, c'est d'être fiable. Donc d'avoir un processus qui va nous permettre d'un point A d'arriver à un point B sans, en sachant à l'avance, en pouvant garantir une deadline et un rendu spécifique. Donc ça, c'est tout le contraire de l'expérimentation, parce que l'expérimentation, quand on expérimente finalement, eh ben, on se lance dans une quête dont on ne connaît pas la fin et dont on ne connaît pas les rebondissements. Donc on ne peut pas du tout travailler de façon fiable avec des gens qui expérimentent. Il faut qu'au contraire,
on travaille avec des gens qui ont des qualités spécifiques et qui savent reproduire. Donc c'est une approche qui est plus scientifique, même si bon, il n'y a rien de scientifique là-dedans. Donc c'est des approches un peu théoriques et qui sont un peu cloisonnées, voilà, mais justement qui permettent d'utiliser, en fait, ces artistes-là sont eux-mêmes en quelque sorte des outils pour peut-être un directeur artistique qui les conduit. Et voilà. Et alors, dans l'autre cas, donc dans le cas par exemple des gens qui ont étudié uniquement par l'expérimentation, eh ben, il peut y arriver aussi des caractères comme ça, des profils de dessinateurs qui s'arrêtent trop tôt dans l'expérimentation. C'est-à-dire qu'il y a des convictions qui arrivent trop tôt dans l'apprentissage et du coup qui bloquent ensuite la progression et l'ouverture. Ça, c'est pas parce qu'on n'a pas appris le dessin, c'est-à-dire les fondamentaux, etc., qu'on est ouvert d'esprit. Et souvent, ce que je remarque, c'est même l'inverse. C'est-à-dire que quand on est parfaitement autodidacte, si on a vraiment appris sans méthode, etc., c'est très courant de tomber sur des dessinateurs comme ça, qui très vite tombent dans des automatismes et donc font de leurs premières expérimentations et de leurs premiers tests des vérités générales duquel après ils ne se défont pas. Parce que de la même façon, ils obtiennent des résultats qu'ils peuvent reproduire, et à ce moment-là, ils recommencent sans arrêt le même type de processus pour obtenir le même type de résultat, parce qu'ils ont peur, ils ont peur de ne pas aboutir, finalement. Donc c'est un petit peu la même chose, c'est un petit peu le même processus finalement que si on apprend la théorie, sauf qu'en réalité, si on apprend la théorie, on peut quand même avoir des pistes pour s'améliorer, quoi qu'il arrive, tandis que si on a fait uniquement de l'expérimentation au départ pour apprendre, et ben, dès lors qu'on obtient des résultats vite, en fait, c'est assez contre-productif, parce que justement, on va se bloquer là-dessus. C'est pas un blocage qui est qui est physique, c'est-à-dire qu'on pourrait faire mieux, mais c'est un blocage qui est psychologique par rapport à nos attentes. Donc voilà. Donc là, j'ai un petit peu énuméré les problèmes qu'on peut rencontrer dans son apprentissage et qui font que finalement, il y a pas mal de gens qui n'expérimentent pas. Après, il faut quand même dire que la majorité des artistes, des illustrateurs, des dessinateurs, quand même, dans leur pratique quotidienne, intègrent l'expérimentation graphique, puisque c'est un jeu. C'est un jeu et en tant que dessinateur, on a besoin de temps en temps, surtout quand on travaille sur des projets qui sont assez longs, de pouvoir comme ça continuer à dessiner, mais avec un esprit un petit peu plus léger, où on a un peu moins prise sur ce qu'on fait. Et c'est la raison pour laquelle, d'eux-mêmes, la plupart des dessinateurs, finalement, vont expérimenter. Donc, comment on peut... Alors, non, je vais d'abord dire... Excusez-moi, je suis mes points quand même. Le podcast est sans préparation, mais j'ai quand même fait des points, histoire de ranger les choses dans le bon ordre. Donc, je ne vais pas couper, excusez-moi. Donc, pourquoi expérimenter ? Donc, ce que je disais, donc aborder la pratique sous un autre angle pour faire le plein d'énergie et s'éviter la routine. Donc ça, c'est la raison pour laquelle inconsciemment, tous les artistes le font. Après, il y a la possibilité de trouver des idées à exploiter. Parce qu'effectivement, quand vous allez expérimenter comme ça, c'est tout à fait possible de tomber sur des solutions techniques que vous pourrez réexploiter par la suite. Même s'il ne faut pas du tout partir... dans l'expérimentation en espérant ou en cherchant à tout prix en fait à découvrir des techniques ou des idées à exploiter. En fait, elles surviendront ou elles ne surviendront pas. Mais il ne faut pas avoir d'attente parce que sans ça, on peut être très déçu. Et à partir du moment où, par exemple, on expérimente pendant, par exemple, une semaine, 2 semaines, et qu'on se rend compte qu'il n'y a rien à exploiter, si on part du principe justement d'expérimenter pour en tirer quelque chose de bénéfique et d'immédiat, et bah très vite, en fait, on va se détacher de cette pratique parce qu'on n'aura pas les résultats escomptés.
Euh, Sinon, quand vous expérimentez, ouais, ce qui va se produire automatiquement, par contre, et ça va être très très bien, sur votre style principal, si vous en avez un, ou sur votre qualité du dessin en général, c'est que justement votre style, il va s'assouplir et ça va lui donner plus de versatilité. C'est-à-dire que vous pourrez comme ça augmenter les champs d'expression avec votre style principal. Ça va se faire naturellement avec la pratique justement de l'expérimentation parce que vous saurez mieux tirer parti des imprévus en fait. Et donc vous serez plus agile dans votre façon de dessiner. Expérimenter, ça va aussi vous permettre de tester un petit peu votre positionnement artistique. C'est-à-dire que par exemple, s'il y a vraiment des styles que vous détestez de prime abord, comme ça, sans les avoir expérimentés, eh bien, le fait d'être justement dans l'expérimentation, peut-être de tester ces styles que vous n'aimez pas là, ou de tester l'abstrait par exemple si vous ne faites que du figuratif, etc. Ça va permettre par la pratique, comme ça, de réenvisager votre positionnement et peut-être d'apprécier davantage de choses. Et en tant qu'artiste, ça, c'est excellent de pouvoir aimer beaucoup de choses. Voilà. Et donc, l'expérimentation, ce qui est super, c'est que ça renoue, en fait, le dessinateur, l'artiste, avec le jeu dans la pratique. Donc, retrouver un petit peu son âme d'enfant quand on dessine, de retrouver le plaisir du dessin, le plaisir voilà, d'utiliser des choses, d'observer des effets et d'être surpris. Donc ce jeu-là, il est incroyable et c'est pour ça qu'on y revient tout le temps. Je vais couper, il y a Janelle qui pleure. Je reviens après. Hop, on va pouvoir reprendre. Donc l'occasion pour moi de vous dire que si jamais vous voulez avoir comme ça des exemples d'expérimentation graphique, vous pouvez vous inscrire à ma newsletter dans laquelle en fait je vous envoie tous les lundis des croquis que je fais dans mon carnet de croquis et qui sont à chaque fois en fait des petites expérimentations graphiques avec différents matériaux que j'utilise, donc soit des feutres, soit de l'encre de Chine, de l'aquarelle, quoi que ce soit que je trouve qui est autour de moi. Et même au niveau des styles, comme ça, j'essaye d'expérimenter un maximum. Vous retrouverez aussi dans cette newsletter des liens vers des articles que je publie sur mon blog. Et notamment cette semaine, je vais publier un article sur la théorie pour placer les ombres et les lumières sur des volumes. Donc une théorie simplifiée comme ça que chacun pourra comprendre, peu importe son niveau de dessin. Donc j'espère que ça va vous plaire et on va retourner au sujet avec des explications sur le comment on peut expérimenter artistiquement. Donc là, je vais vous donner comme ça des chemins peut-être à suivre, des techniques à utiliser pour être directement en fait impliqué dans l'expérimentation. Donc déjà, ce que vous pourrez faire, c'est vous poser des contraintes qui seront physiques. Donc par exemple, ça va être de dessiner, si vous êtes droitier, de la main gauche. Si vous faites ça, en fait, vous perdez du contrôle. L'idée, ça va être de perdre du contrôle sur sur la maîtrise de votre dessin. De la même façon, vous pouvez dessiner d'après modèle sans regarder votre dessin, uniquement en observant votre modèle. Et vous allez pouvoir aussi changer d'outil et utiliser des outils inadaptés, donc particulièrement gros ou particulièrement petits, par exemple un tout petit crayon ou juste une mine, comme ça, que vous placez sur votre doigt pour tracer. Tout ce qui va vous faire perdre en fait du contrôle directement de votre outil. Et de cette façon-là, en fait, vous allez devoir envisager le dessin de façon complètement différente, en excluant tous vos automatismes de dessinateur, qui sont des automatismes directement qui sont musculaires, qui sont de la mémoire musculaire, de l'ordre de la mémoire musculaire. Donc là, vous allez beaucoup plus en fait intellectualiser ce que vous faites, réfléchir en amont, etc. Et puis, vous obtiendrez comme ça, par accident, peut-être des rendus qui seront intéressants. Donc là, la première voie que vous pouvez suivre, peut-être, c'est justement de vous appliquer des contraintes comme ça de matériel physique et qui vont vous mettre en difficulté lorsque vous dessinez.
Ensuite, il va y avoir des contraintes que vous pouvez donner de style directement. Donc là, sans changer nécessairement d'outil, mais vous pouvez, par exemple, vous interdire de tracer certains aspects. Donc, par exemple, vous interdire complètement de tracer des lignes droites. Donc, par exemple, comment vous pourriez dessiner une chaise, une table, etc., sans tracer de ligne droite. Ça peut être un enjeu, ça peut être quelque chose de challengeant, de contraignant, et qui vous permet comme ça de déboucher sur des résultats. Donc ça peut être très très bien de faire ça. Alors j'ai donné l'exemple de la ligne droite. Par exemple, vous pouvez aussi dessiner en disant que jamais vous ne tracerez d'angle. Peut-être vous pourrez adoucir, arrondir tous les angles, et vous obtiendrez comme ça, par simplement des contraintes purement esthétiques et graphiques, des styles nouveaux. Alors que vous n'auriez pas probablement pas envisagé de prime abord, mais c'est le résultat que ça va vous donner simplement en appliquant des contraintes. Donc on peut continuer avec un choix de couleur qui est limité, par exemple, aussi, ou un choix même de valeur qui est limité. Par exemple, plutôt que d'avoir des valeurs qui vont du blanc au noir, eh bien, vous pouvez déterminer que vous aurez simplement d'un certain type de gris à un autre type de gris, et pourquoi pas mélanger même ces valeurs-là. C'est-à-dire que par exemple, pour traduire les valeurs qui seront les plus sombres, eh bien, vous utiliserez un gris, tandis que pour par exemple les valeurs qui seront intermédiaires, vous utiliserez à ce moment-là le noir, et à ce moment-là, vous ferez un mélange entre les valeurs, et ça va vous permettre de déboucher comme ça à des expérimentations qui donneront des rendus qui seront intéressants ou pas intéressants. C'est à déterminer par la suite. Donc, comme si vous bougiez en fait des curseurs dans les différentes théories que vous connaissez déjà, pour consciemment en fait modifier la réalité. Donc, ce que vous pouvez faire d'autre pour expérimenter artistiquement, ça va être de chercher à imiter comme ça des styles, comme ce que je disais tout à l'heure, que vous n'appréciez pas. Donc, vous allez faire exprès et d'imiter, mais sans le faire, sans caricature. Essayez de vous impliquer au maximum. C'est difficile, mais par exemple, pour faire quelque chose que de prime abord, vous trouvez, par exemple, vous dites, tiens, ça doit être très facile de dessiner comme ça. Imaginons par exemple que vous disiez qu'il y a un dessinateur qui a un style de dessin qui a l'air fragile et qui est particulièrement surcoté en tant que dessinateur. Moi, je peux vous donner l'exemple, par exemple, c'est ce que je pensais de Johann Sfar pendant très longtemps. Pendant très longtemps, je me disais, Johann Sfar, c'est un dessinateur qui est nul et qui est surcoté. Jusqu'au moment où je me suis dit, bon, je vais essayer d'imiter son style. Et finalement, là, je me suis rendu compte à quel point, finalement, c'était un style qui était riche, qui était élaboré, et dont on pouvait tirer des leçons, des enseignements. Et maintenant, j'adore, en fait. En fait, j'ai toujours aimé, mais je me suis toujours dit, c'est trop facile. Mais maintenant, j'adore, je comprends que c'est pas si facile que ça, même s'il n'y a pas, il y a aucune, il y a aucune corrélation entre le fait que quelque chose soit bien et soit difficile, hein. On peut faire quelque chose de bien et de très facile, mais disons que là, en plus du fait que c'est bien, c'est pas nécessairement quelque chose qui est facile à approcher. Mais avant de s'y essayer, on peut se laisser convaincre des fois que y a des gens qui font des choses par facilité, alors que c'est pas nécessairement le cas. Et justement, en essayant comme ça d'approcher des styles qui nous paraissent complètement nuls, soit trop simples, etc., et ben, on se confronte à la réalité de ce qu'il est. Et donc, ça nous fait avancer simplement en tant qu'artiste, en tant que dessinateur, comme ça, de se confronter à des styles nouveaux ou à des styles qu'on n'apprécie pas. Donc, c'est quelque chose que vous pouvez faire également pour expérimenter. Et enfin, ce que vous pouvez faire, c'est utiliser des outils qui sont particulièrement inappropriés pour le dessin, ou alors même utiliser les outils consciemment de la mauvaise façon.
Par exemple, vous prenez un pinceau, plutôt qu'utiliser les poils, vous utilisez le côté du pinceau qui est dur avec le bois. Peut-être donc du coup pour gratter ou pour faire des choses comme ça. Là, c'est de l'expérimentation, donc vous voyez comment vous faites. Si vous utilisez les poils, par exemple, eh bien, vous pouvez vous divisez les poils, par exemple, pour obtenir des textures de brosse qui sont différentes. Si vous utilisez du critérium comme ça, plutôt qu'utiliser en tant que crayon, vous pouvez sortir les mines et puis les écraser pour en faire de la poudre et dessiner avec vos doigts. Vous voyez un petit peu le type de choses que vous pouvez faire. Par exemple, typiquement dans la musique, Jaco Pastorius, le bassiste, il a enlevé les frettes, donc les petites barres en métal de sa basse, et avec, il a obtenu un son nouveau, puisque c'est le son d'une contrebasse, mais électrifié. Et donc là, c'est de l'expérimentation directement qui a débouché comme ça sur un son totalement nouveau, après, avec une identité qui est reconnaissable entre tous. Parce que Jaco Pastorius, on entend deux notes, on sait que c'est Jaco Pastorius, si vous voulez. De la même façon, voilà, on peut transformer ces instruments comme Miles Davis le faisait avec sa sourdine pour obtenir son son étouffé particulier aussi. Et puis on peut probablement trouver plein de musiciens même qui jouent avec un manche à balai relié à une bassine et une corde pour remplacer une contrebasse. Et ben, de la même façon que ces musiciens-là transforment leurs instruments et obtiennent des sons particuliers, vous pouvez faire la même chose avec vos outils directement. Donc si vous avez un stylo à plume ou un pentel par exemple, à l'intérieur il y a une cartouche, et ben, plutôt que de mettre la cartouche dans le stylo, vous pouvez aussi utiliser la cartouche percée simplement et presser plus ou moins dessus pour tracer vos traits. Vous voyez comment vous pouvez un petit peu comme ça utiliser les outils de la mauvaise façon pour obtenir des résultats qui sont différents. Donc là, après, c'est aussi des efforts d'imagination que vous aurez à faire. Là, j'ai imaginé sur le fait comment je pouvais transformer, j'ai ma trousse un petit peu sous les yeux, qu'est-ce que je pouvais utiliser, de quelle façon je pouvais l'utiliser. Donc vous pouvez aussi, par exemple, pourquoi pas, étaler de la peinture comme ça sur des surfaces et utiliser des outils comme tampons. Alors je dis des outils, mais ça peut être ce que vous avez sous la main. Par exemple, il y a des chaussettes qui traînent, comme ça vous pouvez utiliser une chaussette, la tremper dans la peinture et puis utiliser comme tampon comme ça va créer des motifs et vous pouvez dessiner avec. Vous voyez un petit peu comment vous pouvez... Là, c'est des efforts d'imagination que vous avez à faire ou alors à profiter d'un imprévu qui arrive à un moment, vous vous rendez compte, tiens, ah là j'ai fait ça sans faire exprès, ça a laissé une trace qui est intéressante, comment la reproduire? Donc voilà comment vous pouvez expérimenter un petit peu artistiquement tous les moyens, du moins auxquels j'ai pensé, et n'hésitez pas si vous en avez d'autres à me les écrire en commentaire, et qui vous permettent dès maintenant de jouer avec votre matériel et d'expérimenter. Donc je vais un petit peu récapituler tout ce que j'ai dit dans ce podcast-là. Je m'excuse parce que j'ai été coupé, mais vous comprenez bien que ma priorité, c'est ma fille avant le podcast. Donc j'ai été la voir et puis elle s'est rendormie. Donc tout se passe très bien. Donc n'hésitez pas à me dire si ce ton un petit peu plus calme là, ça vous convient ou si vous préférez que je revienne à une dynamique comme celle qui était avant, ce qui sera le cas hein, si j'ai pas de retour. Donc les points qu'on a abordés, c'est pourquoi dans l'apprentissage finalement du dessin, il y a peu de place à l'expérimentation dans les écoles d'art qui nous amènent vers des métiers du dessin, donc dans l'industrie directement, la plupart du temps du divertissement. C'est parce qu'il y a justement un biais qui nous amène à nous hyper spécialiser assez tôt pour trouver un emploi assez vite, et qu'il peut y avoir des approches théoriques qui sont un petit peu cloisonnantes, du fait que l'expérimentation ne permet pas des résultats garantis avec des deadlines qui sont faciles à estimer. Mais on a vu aussi que si on partait dans un enseignement sur lequel il n'y avait aucun fondement théorique, donc
aucun des fondamentaux du dessin qui était enseigné. Le truc qui peut se passer, c'est que par l'expérimentation, on peut obtenir des convictions trop tôt et donc ne plus être de la même façon, avoir des blocages ensuite psychologiques qui nous empêchent comme ça d'expérimenter de nouveau et d'obtenir des rendus. Des rendus, d'aborder certains sujets, etc. Voilà, par blocage psychologique. Moi, je connais par exemple des peintres, ma mère, elle était galeriste, des peintres qui s'enferment dans un style, qui ne refont que la même chose tout le temps, quoi. J'en connais qui font ça et qui sont tristes, ils sont malheureux. Donc c'est à éviter. Voilà, l'expérimentation graphique, ça permet aussi justement de se libérer un petit peu et d'avoir un champ d'expression qui est élargi. Donc pourquoi expérimenter? On avait vu que c'était voilà, exactement ça, pour faire donc voir la pratique un petit peu sous un autre angle et puis s'éviter la routine, trouver des idées à exploiter, même si ça ne doit pas être un objectif, c'est quelque chose qui peut advenir en expérimentant. Ça assouplit le style principal, ça lui donne plus de versatilité. Ça vous permet de tester votre positionnement artistique par rapport à certains styles, comme ce que j'ai pu évoquer tout à l'heure avec moi et Johann Sfar, et donc de renouer avec le jeu dans votre pratique artistique. Donc comment expérimenter artistiquement? Je reviens sur les points que j'ai abordés plus rapidement. Donc la contrainte physique, finalement, ça va être de vous donner moins de facilité, en fait, de rendre difficile le dessin. Donc, vous compliquez consciemment la vie. Contrainte de style, donc ça, par exemple, s'interdire des aspects graphiques, donc avoir un choix de couleurs limité, un choix de valeurs limité, interchanger des valeurs, l'interdiction de, par exemple, tracer des lignes droites, ça peut être plein de choses. Ne jamais faire d'arrondi, au contraire, ça peut être plein de choses comme ça. Chercher à imiter des styles de dessin qu'on n'aime pas du tout, voilà, ou sinon partir d'une image, par exemple, et aussi essayer de faire le contraire stylistiquement. Donc, vous essayez de voir un petit peu ce qui font les fondements esthétiques d'une image et de consciemment faire exactement le contraire. Ça peut être aussi quelque chose qui vous permette d'expérimenter dans une autre voie. Et enfin, ça va être d'utiliser comme ça des outils qui sont parfaitement inappropriés pour le dessin ou de volontairement utiliser ces outils de la mauvaise façon. Voilà, c'est tout ce que j'avais à vous dire dans ce podcast. Moi, je vous conseille d'expérimenter. Je pense que la plupart d'entre vous, vous le faites parce que c'est quelque chose qu'on fait de façon inconsciente, de toute façon, quand on aime dessiner. Voilà, si jamais vraiment on aime dessiner, l'expérimentation graphique, finalement, c'est plus ludique que de jouer aux jeux vidéo ou que de regarder un film. C'est quelque chose vers lequel on tend comme ça naturellement. Et bon, si vous vouliez le faire, mais que vous n'avez pas de pistes pour le faire, là j'ai donné quelques pistes quand même qui vont vous permettre comme ça de vous amuser. L'essentiel quand même quand on décide, c'est de s'amuser. J'espère que cet épisode vous a plu. Je mets en place sur mon site web, pour les gens qui seront dans la région pendant l'été ou qui sont d'ores et déjà dans la région, des possibilités de réserver des places de stage. Il y aura des stages que je vais faire les samedis pour dessiner des personnages dans un style bande dessinée ou manga. Donc voilà, c'est l'essentiel de ce qu'on va faire pendant le stage. Si vous avez d'autres sujets, on pourra les aborder aussi. Je peux tout à fait aborder des sujets hors bande dessinée et pourquoi pas des dessins de véhicules ou quoi que ce soit, ce que vous voulez. Disons que en fait, j'ai volontairement axé le stage sur du dessin de personnages BD et manga, simplement pour répondre à la demande, parce que la plupart du temps, en fait, c'est ce que les gens qui souhaitent dessiner me demandent de faire.
Et d'autant que là, ça s'adresse particulièrement aux vacanciers et pourquoi pas aux enfants. Donc, si vous êtes intéressé pour participer au stage ou si vous voulez simplement voir que vous êtes vous-même artiste, par exemple, et que vous voulez un petit peu observer ma méthode de communication, je vous encourage à aller sur le site et puis de regarder un petit peu comment j'ai mis ça en place. Et si jamais vous êtes artiste vous-même et que vous voulez faire des stages, n'hésitez pas à répliquer ma méthode. Si vous voulez des conseils pour le faire, d'ailleurs, n'hésitez pas à me contacter par mail et je pourrais vous donner comme ça des astuces et des liens pour répliquer ce que je fais de mon côté. Je vous encourage, quand vous passez sur le site, à vous inscrire à ma newsletter pour avoir mes nouvelles tous les lundis avec mes croquis de mon carnet de croquis, mes expérimentations de la semaine et un petit compte-rendu comme ça sur les points où j'en suis, par exemple sur le travail que je fais professionnellement, sur mes projets à venir. Et il y a plein de surprises. En fait, je laisse les abonnés à la newsletter, l'exclusivité aux abonnés à la newsletter. Et voilà, je vous dis à la semaine prochaine pour un nouveau podcast. C'est très important pour moi, pour m'encourager simplement à continuer, parce qu'il y a très peu d'écoute au départ là, parce que c'est quelque chose qui va prendre des écoutes sur la durée. Et en fait, moi, il faut que je maintienne quand même il faut que je maintienne le rythme de publier une fois par semaine. Donc, si vous l'écoutez, laissez-moi un message, simplement pour me dire que vous l'avez écouté. C'est pas pour augmenter comment ça s'appelle, l'algorithme ou quoi que ce soit, parce que je pense même pas que ça fonctionne comme ça pour les podcasts. C'est simplement pour m'encourager, pour me dire, bon, moi j'ai écouté, je suis d'accord, je suis pas d'accord ou quoi que ce soit. Rien que pour me dire, moi j'ai écouté. Ça me ferait vraiment plaisir. Allez, merci beaucoup à tous et puis à la semaine prochaine.